Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Je ne dirais pas qu'il est 23 heures, mais disons qu'il est plus de 23 heures et vous aviez compris qu'il y a eu un contretemps qui a fait en sorte que nous nous retrouvons ensemble à 7 heures. Toujours est-il que je suis ravie de vous avoir ce soir et je vous invite une fois de plus à traiter encore du Con et du FAMLA. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur les dessous de la colonisation en Afrique. Et comme d'habitude, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipold qui est le concepteur de cette émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Agathe, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 International à travers le monde. Alors nous allons aborder le même sujet, mais d'édition en édition, nous évoluons, je crois bien, ça se constate, quoi. D'accord. Donc, nous vous proposerons ce soir la chronique, bien entendu, qui est là tous les mardis, mais aussi la réflexion. Et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à l'émission en envoyant des messages via les numéros qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder ces numéros du plus 237. Alors, je vous invite à vous installer convenablement. Le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. Le Con et le FAMLA, les sociétés secrètes, les dessous de la colonisation en Afrique. L'Afrique a eu, ou alors a aussi des sociétés secrètes. C'est pourquoi, à maintes reprises, parlant de Con et FAMLA, nous avons insisté là-dessus. Et puisque cela est forcément du domaine métaphysique, une fois de plus, nous y revenons. Le tout étant de répondre à la question: pourquoi l'Afrique, face à l'esclavage ou à la colonisation, n'a-t-elle pas pu être aidée par ces sociétés secrètes? Il y a lieu de dire qu'elle n'était pas préparée à ce genre d'agression. Pour mieux le comprendre, il suffit d'entrer dans les méandres et dessous occultes qui ont permis aux Européens de réussir à bien toutes leurs opérations impérialistes. Il fallait bien s'y préparer. C'est ce qu'ils ont fait, en se dotant d'un outillage occulte et classique parachevé par une loi, le Code noir, sous la supervision du pape Innocent XI, grand maître étant sans doute le patron incontestable de sociétés secrètes à l'époque. Dès que les lugubres personnes de la classe de Louis XIV, du pape Innocent XI et bien d'autres aient été décédés, après un temps, l'opposition à toute déportation de gens d'un continent à l'autre à ciel ouvert se fait valoir. Du coup, on a fait croire que l'esclavage est aboli. Pourtant, ceci n'était qu'une comédie, une farce pour voiler le côté inhumain des pratiques impérialistes qui débouchent à l'exploitation de l'homme par l'homme depuis toujours, entretenues par les sociétés secrètes de ce milieu. Elles ont créé de nouvelles méthodes d'esclavage palier par palier. Le premier étant la colonisation, un esclavage plus sauvage, trop barbare et formidablement macabre. Et si l'esclave n'est ni logé, ni nourri, ni habillé comme ce fut le cas avant, il va subir toutes sortes de brutalités, et ce, jusqu'à son élimination physique, qu'il y ait eu à commettre une quelconque faute ou pas. Entrons à présent dans l'ère de la colonisation. Étant donné que les mauvaises habitudes ont toujours la peau dure, après l'abolition de l'esclavage, la colonisation est née. Malheureusement, au cours de cette période, il y a toujours eu des esclavagistes. Des groupes d'Européens qui ont continué à acheter des gens pour en faire des esclaves. Un pan de l'histoire de l'humanité hautement tragique est resté caché ou inconnu au grand public. Ce commerce a donc continué et les personnes achetées ne quittent pas leur famille en étant vivants comme ce fut le cas avant.
les choses ont changé par rapport à l'ancien esclavage et à cause de son côté inhumain connu au grand public. Pourtant, les esclaves occultes, toutefois achetés, personne n'est au courant de ce qui s'y passe. La victime est détournée occultement de la vie, rentrée dans une situation de personne morte. Mais pour se retrouver chez son acheteur, le maître des lieux, une forfaiture occulte est mise en œuvre pour être récupérée grâce à ces mécanismes occultes qui passent extraordinairement par une formule épouvantable de résurrection par l'occultisme. Tour sur le plateau du monde inconnu. Alors, professeur, je voudrais commencer par une question générale sur l'esclavage, puisque votre chronique que vous nous présentez ce soir relève d'abord l'esclavage que nous avons connu, peut-être à travers les livres, mais aussi ensuite l'esclavage sous la colonisation et un peu plus occultiste. Alors, quand on parle du commerce des hommes, est-ce que c'était les esclaves qui étaient achetés? Est-ce qu'ils étaient dans leur pays, disons au Cameroun, ils étaient déjà esclaves de quelqu'un d'autre? Donc, en fait, d'où venaient-ils? Ou alors, c'était des personnes que les Européens, une fois arrivés, pourchassaient et les emprisonnaient, je ne sais pas, qui étaient-ils exactement, ces esclaves? Bon, disons, il y a eu plusieurs périodes. On a parlé de la période où l'esclavage était aboli. Oui. Cette période, l'esclavage avait duré 3 siècles. Alors, quand Louis XVIII vient en France, nous sommes dans les années 1848, si j'ai bonne mémoire, si je ne trompe pas les dates. Son gouvernement décide d'abolir l'esclavage au niveau de la France. Et comme c'est la France qui était beaucoup plus en tête dans cette histoire d'esclavage-là, parce que le Code noir est fait en France par Louis XIV en 1685. Alors, avec la complicité de la société européenne et plus précisément du pape de l'époque, parce que c'est les papes qui intronisaient les rois, malgré que entre Louis XIV et le roi de la France, qui était, du moins le pape Innocent XI, il y avait des petits frottements, mais c'était au niveau ecclésiastique. Parce que Louis XIV n'était pas très d'accord que les impôts et tout qu'on reversait chez le pape, alors que lui, il avait à gérer la République selon, du moins, le royaume. Alors maintenant, l'esclavage de cette époque commence un peu en balbutiant sur les découvertes des autres personnes, des êtres humains qui étaient d'une autre nature. On a essayé de le voir dernièrement avec la naissance du racisme et tout, et ce que ça pouvait bien valoir, le fait que le noir n'avait pas d'âme, etc. Mais maintenant, l'esclavage dont les dessous sont portés à cette émission, pour que les gens qui nous suivent comprennent très bien, c'est l'esclavage pendant que l'abolition est déjà là. Et l'esclavage continue, parce que l'abolition ne voulait pas dire que, comme des coupérettes, on arrête directement l'esclavage. D'abord, d'un côté, puisque esclavagiser les gens, on en tirait profit, donc un profit matériel, on ne pouvait pas arrêter l'esclavage du jour au lendemain. Et pourquoi parler de l'esclavage, en fait? Mais ce n'est pas pour faire l'historicité de quoi que ce soit, puisque nous sommes dans le monde inconnu, mais c'est pour expliquer jusqu'où nous sommes partis pour aujourd'hui voir les autres races au-dessus de nous. Et là, on défend la chapelle du fait qu'on est d'une certaine couleur de peau, malgré qu'on soit de la race humaine, parce qu'il n'y a qu'une seule race, les humains. Mais maintenant, il y a les couleurs de peau. Et s'il faut identifier des gens par rapport à leur couleur de peau, s'il faut les maltraiter ou s'il faut les prendre comme les sous-hommes, c'est ce qui serait nécessaire d'étudier. Parce que ce genre de débat n'a jamais été exposé au grand public en relevant les dessous occultes. Alors nous essayons de le faire parce que nous parlons du monde inconnu, que nous le faisons, parce que l'inconnu pour le monde connu, et c'est bien des choses
qui paraissent un peu à sensation, mais nous ne faisons pas dans des choses à sensation. Nous essayons de dire ceci. Alors, les esclaves, pendant l'abolition de l'esclavage, existent ou ont existé, existent toujours. Ça a pris des paliers et ça a évolué. Alors, ce que nous savons, c'est que les choses qui ont été mises en place et qui n'ont pas été comprises par des gens qui sont de leurs ancêtres à eux, c'est-à-dire de nos ancêtres à nous, tant que nous ne comprenons pas ces choses, cette force occulte continuera à marcher sur nous et continuera à nous asservir, du moins à nous infantiliser, à nous rendre des minables personnes sans possibilité de nous affranchir un seul jour. Donc, si je ne comprends pas bien la question, mais moi, je la réponds quand même de cette manière, parce que je vais dire ceci, le traitement des esclaves pendant la période où l'esclavage n'était pas aboli était différent du fait que c'était un traitement inhumain à ciel ouvert. Je l'ai dit, même dans la chronique, parce que c'était normal. Bon, actuellement, faire certaines choses sur des humains publiquement, ça relève quand même de ce que la communauté, la soi-disant communauté internationale essaie de dire qu'il y a les droits de l'homme. Parce que avec la loi fondamentale des droits de l'homme, on a quand même essayé de statuer à travers certaines règles comment faire fonctionner la société, dont les libertés devraient être données à tout un chacun, et on n'avait pas dit que tu es noir ou que tu sois noir ou que tu sois blanc. Ça s'applique à tous. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est vrai dans la pratique? Oui, peut-être, mais non surtout parce qu'il y a d'autres soubassements de la chose qui fait que même ceux-là même qui veulent que ça soit libéré n'arrivent pas parce que la mayonnaise a fini par prendre du fait de l'occultisme. Là maintenant, il faut totalement libérer les gens de cette emprise occulte et qui passent par les religions, par des systèmes scolaires, par certains formatages des cerveaux et qui embrigadent jusqu'ici les esprits. Alors, quand on revient dans l'esclavage occulte, précisément le phénomène que vous aviez expliqué selon lequel on récupérait les esclaves, cette fois-ci, ils étaient décédés dans leur famille, mais en fait étaient transportés ailleurs. Vous avez fait allusion à la résurrection occulte. Oui, je crois bien, à la résurrection occulte. Alors, dans ce cas d'espèce, comment est-ce que l'information circulait entre le marchand, c'est-à-dire celui qui vient avec la personne à tuer ou à vendre, et l'acheteur, puisque, étant donné que l'esclavage était déjà aboli, je suppose que c'était un truc qui était assez clos, de telle sorte que tout le monde ne pouvait pas y parvenir. Ça se passait comment entre marchand et acheteur? Bon, alors ça se passe comment? Disons, on fait un avant-goût parce que on va aborder ces problèmes encore plus sérieusement. Alors, pendant la première phase de la colonisation, alors prenons par exemple le cas de Léopold II qui, au Congo, s'est approprié d'un pays jusqu'à mettre toute sa personne sur ce pays, et on parlait plus du Congo tout simplement, mais on parlait du Congo Léopoldville, pas Congo belge, mais Congo Léopoldville. Alors il avait ces champs, ces plantations, où les gens qui y travaillaient, alors qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, ils devaient travailler. Qu'ils fassent quoi, ils devaient travailler. Alors pendant cette période, il y avait donc l'esclavage sauvage, mais c'était pourtant la colonisation. Mais les gens étaient esclavagisés chez eux.
bon, ils étaient mal habillés, ils n'étaient pas habillés, ou ils mangeaient ou ils ne mangeaient pas, ça ne disait rien à Léopold II. Ce qui était essentiel, c'est le produit de la productivité de ces plantations. Alors, mais derrière ça, il y avait des gens qui partaient de l'Afrique pour travailler ailleurs, sans qu'ils ne soient officiellement, du moins, pas il y a. Ces méthodes-là ont continué. Les sociétés secrètes dont nous on a baptisé dans notre émission le con et les femmes là, ça consistait à cet esclavage qui continue, qui voudrait qu'il y ait des comptoirs coloniaux et qui, quelqu'un de vendu au Cameroun est acheté en Europe, et la France a joué un très grand rôle dans cette histoire, si bien que le port de Douala avait des navires qui se chargeaient de transporter ces esclaves. Alors, ces esclaves étaient dans les navires, mais les familles savaient bien que c'était des personnes mortes. Nous y reviendrons sans doute dans la prochaine édition pour mieux étayer cela, mais sauf que ce que je voudrais dire, c'est que ces esclaves-là, les gens qui les vendaient ne vendaient pas quelqu'un qu'on le tient à la main, on l'amène et on dit, bon voilà, je viens vendre tel. On communiquait le nom. C'est ce qui fait que nous essayons toujours de dire aux gens que les noms qu'on nous donne nous payent le salaire. Les noms qu'on nous donne nous condamnent en cas d'une situation juridique. Et les noms qu'on nous donne nous exposent à la sorcellerie. Les noms qu'on nous donne nous exposent aussi à d'autres formes d'esclavage, de telle manière qu'il suffit d'avoir le nom de ton enfant, tu l'amènes quelque part, tu dis que tu le vends, on ne le prendra pas son nom. Entre-temps, il vit, il joue, il fait tout ce qu'il faut jusqu'au moment où jusqu'au moment butoir. Et exactement, la personne va décider. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'est pas morte. Parce que personne n'est venu à la tuer en tant que telle. Parce qu'elle peut décéder sans faire l'accident en tant que telle. La personne peut se mettre à jouer dans la cour et heurter à un petit caillou, tombe et puis elle est morte. Alors, moi, je reviens un peu... Maintenant, il faut qu'on vienne chercher cette personne. Mm-hmm. La personne sera enterrée. Alors, c'est après qu'elle soit enterrée qu'on va venir la chercher. Et là, c'est une méthode que j'ai essayé de baptiser, une méthode de résurrection. Oui, de résurrection occulte. D'accord. En fait, moi, je voudrais qu'on y revienne encore parce que, de prime abord, on sait que l'esclavage n'existe plus parce que l'esclavage a été aboli. Bon, maintenant, il y a sûrement quelqu'un qui est au centre de la création, parce que vous avez parlé tout à l'heure des comptoirs coloniaux. Donc, il y a sûrement un point focal, quelqu'un qui commence avec cette histoire de peut-être vendre des gens, je vous achète des gens que vous m'apportez et puis je les fais voyager pour qu'ils aillent travailler comme esclaves. Alors, c'est à ce moment où moi je demande comment est-ce que ça s'est passé au point de prendre de l'ampleur, parce que jusqu'à présent, on continue de le faire. D'ailleurs, chez nous, on a le Kong et le Famla. Comment est-ce que ça a pu prendre racine, voilà, dans notre culture jusqu'à présent? Parce que apparemment, c'est quelque chose qui date quand même depuis très longtemps à la colonisation. Oui, il y a des gens qui ont organisé des sociétés secrètes dans le but de faire fonctionner des activités sur des plans matériels. Sur le plan matériel, ils avaient donc des plantations, ils avaient des champs de cacao, de café, de tout. Et c'est d'autres gens qui travaillaient une main-d'œuvre invisible, même bien qu'ayant une main-d'œuvre visible. Dans des sociétés africaines, ça a existé. Ça, on ne va pas toujours accuser d'autres sociétés parce que l'humain est pareil partout. Dans les sociétés européennes, des usines tournent.
les usines d'automobiles, les usines de bijouterie, beaucoup d'usines ont un soubassement occulte, de façon à ce qu'une voiture sur 1000 doit tuer quelqu'un pour entraîner à ce qu'il y ait ces, comment on peut appeler ça, ces socles des personnes qui soutiennent l'usine, c'est-à-dire qui sont comme le pilier humain, mais occulte, un pilier vibratoire de forces occultes, entretenu par ces genres de personnes tuées par le produit manufacturé, soit un bijou, vous aviez un collier, et sur 1000 colliers, un va tuer des gens, ainsi de suite. Bon, donc, ça c'est le côté, disons, négatif de l'homme. Parce qu'il y a le mal, il y a le bien. Il y a le positif, il y a le négatif. Il y a la nuit, il y a le jour. Tout va de pair. Il est question de relever ici ce qu'on appellerait la dualité, sans laquelle rien ne fonctionne. On ne pourra donc pas porter un jugement, c'est pas moi, de valeur sur le plan divin, pour expliquer que pourquoi les gens sont organisés ou se sont organisés en des malfaiteurs, en quelque sorte. Mais leur état de malfaiteur donne des solutions ailleurs. Parce que j'expliquais une chose dernièrement. Les richesses des grands pays, comme les États-Unis et tout, sont fondées sur la base du sang. L'esclavage a fait évoluer les Amériques. L'esclavage, c'est le sang. C'est le sang. Ce n'est pas quelque chose de bien. Et tout le monde est flatté par ça. Bon, ceux qui vivent dans ces pays, si vous avez un frère qui vit en Amérique ou une sœur, elle va vous dire comment elle est grande. Bon, et encore ceux qui sont là-bas pensent que les autres qui sont dans d'autres continents ou dans d'autres pays sont des minables gens. Mais c'est la matérialité qui fait prévaloir l'arrogance, qui fait porter ces gens-là, qui fait à ce que ces gens-là se mettent à croire qu'ils sont au-dessus des autres. Et cette matérialité passe par le sang. On a tué, on a arraché, on a estorqué, on continue à estorquer pour arriver là. Alors, résultat, c'est les sociétés secrètes de nuisances qui ont amené à ce qu'on en arrive là. Est-ce que ces gens peuvent donc dire que la spiritualité passe par les biens matériels? Non. Que ce soit le Vatican qui est tout est établi en or, hein, des colonnes, des piliers d'or et tout, que ce soit les États-Unis, tout est parti sur la base de quelque chose qui ne regardait pas Dieu. Hein? Et c'est pourquoi nous relevons ce genre de discours dans notre émission quand on parlait du monde inconnu. Parce que le monde inconnu, c'est la métaphysique. Et la métaphysique, c'est comment être affranchi de ces choses. Ne pas voir le matériel comme une fin en soi, comme une finalité de la spiritualité. Parce que si vous entrez dans un lieu où c'est bien orné, et que vous ne sachiez pas comment on en arrive là, ou comment on en est arrivé là, il ne faut pas admirer cela. C'est comme il ne faut pas voir une personne qui porte des parures, qui a de jolies voitures, qui a toutes les belles gonzesses du monde, et qui frime comme un modèle de réussite. Parce qu'il y a quelque chose en cette personne qui paraît comme une tombe qui cache, du moins bien embellie, mais qui cache les asticots, les pourritures du cadavre qui y est dedans. D'accord. Alors, vous aviez fait allusion des comptoirs coloniaux. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il en existe encore à Douala? Oui. Au moins un seul. J'ai envie. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup. Il y a eu un. Oui. Et ça existe. Je ne dis pas où, parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'avais envie de poser cette question. Où est-ce que et la personne qui avait ce comptoir était décédée. C'était une femme. Elle était de la région de Nice. Et décédée, sa fille est venue. Et la personne qui l'a tué était un Camerounais du nom de Tong Liken. Lui aussi, on est venu le tuer avec un groupe occulte venant de Nice. Voilà.
Donc ça, c'est des choses qu'on doit connaître pour pouvoir comprendre qu'on ne raconte pas des histoires. Nous ne sommes pas dans une émission de débat infructueux hein, où les gens vont venir s'exhiber linguistiquement. Non, non. La langue française, on l'utilise parce qu'on ne peut pas faire autrement. On attend le jour où les politiques vont nous donner une langue commune pour tout le Cameroun, qu'il n'y ait plus d'anglophones ni de francophones. C'est ce que nous attendons, nous autres. On va se mettre à cette langue. Espérons que ça arrivera très bientôt parce que parler d'une seule langue. Alors, pour revenir à notre sujet, vous avez dit qu'il est temps que les gens s'affranchissent. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, je vais dire, détruire ou alors se défaire surtout de cette gangrène occulte qui voudrait que l'on je vais dire tuer, oui, que l'on tue son semblable pour de l'argent et pourtant, on a vu dans les éditions précédentes que la spiritualité de l'homme noir à un moment, c'était beaucoup plus la crainte de l'autre. Et alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'en sortir? On peut sortir de cette histoire et complètement, peut-être pas complètement, mais arriver à réduire de façon considérable ce phénomène qui continue. De tuerie oui, ou bien de tuerie. Bon, moi, je crois que nous sommes des êtres qui évoluent. L'évolution d'un homme commence par du fait qu'à l'état embryonnaire, il se trouve comme un fœtus dans le ventre de sa mère. À l'état embryonnaire, c'est-à-dire un œuf, juste. Alors, à partir de cet œuf qui va bénéficier de moins l'ovaire, hein, qui va bénéficier du spermatozoïde, l'œuf va devenir complet et ça va évoluer pour obtenir donc un fœtus. Et le fœtus va se développer jusqu'à la sortie d'un bébé. Alors, le bébé va devenir un enfant, l'enfant va devenir adulte va devenir un adolescent, un adolescent va devenir un adulte, et après, on verra devant soi un vieillard. Nous sommes donc appelés à évoluer. Nous évoluons sur un plan précis de la naissance. D'avant la naissance, il y a 9 mois, minimum 8 mois, 7 mois, il y a un problème, et plus de 9 mois, c'est sans problème. Donc, il y a un certain nombre de temps, en 2 mois, 9, sous forme de cycles, et au cours de notre existence, on prend le cycle qui part de 1 an à 7 ans, premier cycle où on est enfant, comme partant du bébé pour devenir l'enfant, deuxième cycle partant de l'enfant pour devenir adolescent, troisième cycle de l'adolescent, troisième et quatrième cycle de l'adolescent à l'adulte. Et maintenant, à partir de sixième cycle, on va vers le 3e âge. Alors, tous ces cycles obéissent à une évolution. Cette évolution-là nous amène donc à comprendre que on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas redevenir bébé, que nous devons garder dans notre esprit que nous ne naissons pas pour rester un enfant. Alors, il est hors de question qu'on nous infantilise, c'est-à-dire que les gens nous prennent pour des gens à qui ils vont donner à manger, à qui on va donner les médicaments pour les soigner. Eux, ils ne feront jamais d'efforts pour avoir des médicaments pour soigner eux-mêmes. À qui on va tout donner, on va tout mettre à leur portée, quitte à les acheter. Ou alors à demander à l'État, pardon, acheter pour nous subventionner les choses que vous achetez ailleurs sans que vous puissiez. À partir de soi, vous pouvez décider que vous ne serez plus jamais soigné par quelqu'un. Du tout, que ce soit un thérapeute traditionnel ou un thérapeute artificiel, dont le médecin, que vous décidez à le faire, vous y arriverez. C'est de ça qu'il est question, parce que votre vie vous regarde. C'est vous qui prenez la décision. Ce n'est pas quelqu'un qui prend la décision pour vous. Parce que je ne vois personne qui veut se suicider, on le lui refuse et on parvient.
Si quelqu'un décide qu'il boit le ratachop d'ail, c'est-à-dire qu'il boit du poison aujourd'hui, ce soir, avant demain matin, il va mourir. Pourquoi pour vivre, on ne peut pas prendre cette décision? On peut que laisser les gens prendre les décisions pour mourir. Pourquoi on ne les laisse pas prendre les décisions pour vivre par eux-mêmes? Soit on va vous dire que vous aurez une maladie, il faut vous vacciner, sinon vous allez contaminer ça aux autres. Bon, alors, sans une preuve qu'il y a ce genre de solution, mais juste un formatage, une manière d'imposer un mécanisme mental qui assujettit nos psychologies. Alors, en métaphysique, faisons des efforts de purifier notre corps, de ne pas avoir donc des maladies à contaminer aux autres par le biais de la connaissance qui nous permet de faire les choix de la manière de vivre, c'est-à-dire de vivre de manière saine. Voilà. Alors la même question revient. La connaissance, oui, mais où est-ce qu'on la retrouve? Où la chercher? Parce qu'on va vers la connaissance, mais déjà il faut savoir quel chemin emprunter pour pouvoir arriver à la connaissance. La connaissance s'acquiert, elle ne se transmet pas, elle ne se donne pas. Tout à fait. Si vous allez à l'université pour avoir la connaissance, vous allez donner tout votre argent là-bas, vous n'aurez jamais la connaissance. Parce que si vous êtes en ophtalmologie, vous verrez que vos professeurs en médecine qui vous enseignent, eux-mêmes n'ont pas les yeux. Si vous êtes en diabétologie, vous aurez des professeurs en médecine diabétologues qui ont le diabète eux-mêmes. Si vous serez en rhumatologie, il y aura des gars qui auront des sciatiques, qui n'arrivent même pas à s'élever. Ou une obésité accentuée. Donc, à l'université, on ne prend pas, on ne donne pas la connaissance. Où on trouve donc la connaissance? La connaissance, c'est la culture générale. C'est l'art de dire, je cesse d'être idiot, je cesse d'être rusé, je vais devenir sage. Et pour devenir sage, il faut se cultiver. Parce qu'après l'école, arrive la culture générale, c'est ce qu'on a. C'est la nouvelle école. Et cette école, et on la trouve dans la haute philosophie que nous, on a baptisée la métaphysique. Voilà. Alors moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aurait peut-être des documents ou alors... parce que j'ai l'impression, parce que de temps en temps, on a ces messages qui reviennent, on nous demande, mais où est-ce qu'on peut apprendre cette métaphysique dont vous parlez tant? Déjà, c'est sûr que dans nos universités, il n'est pas question de métaphysique. Alors, où est-ce que, parce que c'est bien beau de nous dire qu'il faut se cultiver, mais où est-ce que je vais aller me cultiver pour apprendre cette métaphysique? Où? Bon, on a commencé à mettre sur pied des bases à travers cette occasion que Canal 2 nous donne, à parler aux gens, parce qu'en fait, la connaissance passe par la curiosité et l'envie de mettre de côté le connu pour aller vers l'inconnu, de temps en temps. Parce que souvent, on se méfie de l'inconnu. On ne lui fait pas trop confiance. On fait confiance à celui qu'on connaît déjà. Mais celui qu'on connaît déjà peut vous amadouer, peut vous endormir. Parce que, je donne toujours l'exemple, est-ce qu'on a trop prié pour développer l'Europe et les États-Unis? Non. Mais pourquoi on prie trop dans les pays sous-développés? Pour développer alors quoi? Mais cherchez les formules. Vous n'allez pas fabriquer les armes pour aller tuer les gens, arracher les biens et tout. D'accord? Vous n'allez pas, disons, diaboliser la société pour permettre à ce que vous faites couler le sang toujours et toujours pour développer votre environnement. Parce que ça, c'est un développement qui est un château qui est posé sur un tas de sable et qui peut à tout moment couler avec un vent. On parlait de château des cartes et tout. Alors, il faut donc dire ceci, la connaissance, ça s'acquiert à partir de la recherche des voies et moyens qui vous conduisent vers la connaissance. Suivez mon regard. Moi, je ne vais pas dire aux gens, venez, la connaissance est ici ou là. Parce que quand on demande à Jésus où se trouve le royaume des cieux, bon, la Bible est Luc 17, 20,
dit que Jésus répond, le royaume des cieux est au milieu de vous. Pendant que les anciennes Bibles disaient que le royaume des cieux est au-dedans de vous. Alors, dedans et au milieu de vous, ce n'est pas la même chose. Bon, mais maintenant, c'est cette embrouille, c'est cette manière d'embrouiller les gens qui a mis les gens dans une histoire de non-retour. Au-dedans de nous vit Dieu. Au-dedans de nous vit Dieu. Parce que nous sommes des dieux en miniature. Nous sommes des parcelles de Dieu. Alors, nous devons donc développer en nous le bien, l'esprit positif, l'esprit qui nous permet de prendre conscience de ce Dieu qui vit en nous, afin d'avoir la révélation de sa présence en nous. Et à partir de là, ce Dieu-là peut bien maintenant se présenter devant nous en une personne inconnue, ne sachant pas que c'est Dieu qui est sorti de notre dedans, qui s'est retrouvé devant nous comme un ange gardien, oui, comme quelqu'un qui nous accompagne et qui nous guide et qui vous dit, ok, là maintenant, mon fils, vous êtes devenu un disciple. Et c'est là que les anciens initiés de toujours ont toujours dit, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui suivent nos émissions et qui estiment qu'ils peuvent rencontrer leur Dieu pour être affranchis, ne se posent plus la question comment faire pour y arriver. Parce que la nuit, portant conseil des mains, certains peuvent même appeler, d'autres peuvent même avoir la révélation toute seule de ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il ne faut pas que ça paraisse comme si on vient à l'émission, on dit, bon, venez, on a un cours de métaphysique, venez nous suivre. Non, ce n'est pas une conversion. Moi, je dis souvent, mon église, ma religion, c'est l'humanisme. Et l'humanisme consiste à humaniser soi-même pour que vous ne soyez pas le gourou de l'autre ou bien le maître de l'autre, comme pour se servir de lui. Mais plutôt comme l'amener à sortir de l'obscurantisme, des ténèbres. Si jamais vous pensez avoir déjà perçu la lumière quelque part, vous l'amenez là-bas. Ah oui, parce qu'effectivement... Parce que vous pouvez croire avoir eu la lumière. Alors qu'au fond, vous êtes plus dans enfoncé dans le gouffre. Tout à fait. Voilà. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour continuer avec les questions. N'oubliez surtout pas, vous aviez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant vos messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder du +237. On se retrouve juste après. Maintenant, sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local et ils accédaient à l'économie monde, à la macropolitique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Anta Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire qu'il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique, de 1400 et 1450, en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement, et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agression épouvantable qu'en se repliant sur le rez-de-chaussée du clan, de la famille, en hypertrophiant les solidarités de cet étage.
Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique, parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement à partir de Braudel, et on s'aperçoit bien que, en permanence, c'est de là que tout repart, c'est là que sont les gènes des civilisations, c'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence, par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbouzards ou idéologiques, de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là, en lui disant vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, à ce niveau-là, ni d'accéder à l'économie monde. Et donc c'est cela l'enjeu dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960, au moment où De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance aux pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Foccart, de faire exactement l'inverse. Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients, pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc., pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière ou du bois, etc., ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotos paroissiaux par rapport aux financements politiques qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la troisième raison. Et la quatrième, qui m'est apparue plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide au service du camp occidental, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces 4 raisons, De Gaulle demande à Jacques Foccart de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors c'est là qu'il faut comprendre le problème. C'est que si on décrète une nouvelle légalité internationale et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal, ne peut être fait que de manière occulte, cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public, parce qu'elles sont inavouables, puisque la nouvelle légalité, c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez 10% d'émergés, la France, patrie des droits de l'homme, meilleure amie de l'Afrique, généreuse, etc., toute une face immaculée dans la relation franco-africaine, et vous avez 90% d'immergés, qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine, qui est le système mis en place par Jacques Foccart et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables? Je vais très vite parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient les moyens parallèles, illégaux, inavouables de tenir cette relation franco-africaine? Le premier, ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France, souvent d'ailleurs avec la nationalité française, parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo, qui vivent souvent en France d'ailleurs, tous ces gens-là. Donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun, qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts, une guerre digne du Vietnam qui ne figure dans aucun manuel d'histoire. Ensuite en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population, comme Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné par 4 sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir et il a des mains, tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélemy Boganda, par exemple, le centrafricain, est mort dans un accident d'avion suspect, donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption, les moyens classiques. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, qui est Sékou Touré, mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de 2 ans qu'il a fini par en voir défaut et par devenir paranoïaque, donc par être écarté quelque part du jeu.
Donc, on a mis en place un certain nombre de chefs d'État amis, et on a pu tenir ce système par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire, mais sur lesquels on reviendra si vous voulez. C'est une présence mercenaire, mais ces mercenaires comme Audenard, c'était déjà des vrais faux mercenaires, puisque chaque fois qu'il avait un procès, l'ensemble des services secrets venaient dire « Mais monsieur Audenard travaille pour nous. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République. » Donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui en fait ne trompaient pas grand monde. Mais il y a d'autres moyens beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts. C'est les entreprises phonées des services secrets français, notamment Elf, dont le floc Prigent, l'ancien PDG, nous explique simplement que Elf, c'était le faux-nez des services secrets français, c'est-à-dire que les dizaines, les centaines de milliards prélevés sur le pétrole, entre le prix d'achat très faible et le prix de vente, et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées, une cargaison non déclarée. Alors, nous sommes de retour sur votre plateau Le Monde Inconnu. J'aimerais dire quelque chose, mais je vais m'abstenir et laisser le soin au professeur de faire un commentaire sur la vidéo que nous venons de suivre. Et bien sûr, juste après, on va passer avec les messages qui sont de plus en plus disons, on n'a pas de commentaire à faire en tant que tel. Parce que là, la vidéo là aligne d'un côté des aspects occultes dont nous venons de décrire tout à l'heure. Tout à fait. Bon, lui, quand il parlait occulte, d'autres gens considèrent ça comme les sous-entendus, les sous-bassements des choses. Mais il y avait l'occulte au plus profond de la chose, c'est-à-dire l'occulte qui touche les fétiches. Bon, nous le savons bien, dans certaines églises, on allume l'encens et les bougies. Bon, ça a commencé comme ça pour combattre les fétiches des Noirs. Et il fallait donc allumer l'encens et les bougies. Et donc, l'occulte dont il dit là, c'est l'occulte propre qui accompagne les politiques. Alors, donc cet élément, c'est un élément politico quelque chose, et ça on a voulu seulement titiller les esprits. Parce que lorsque nous disons des choses, il ne faut pas que ce soit que les Noirs disent ceci et cela, c'est les Blancs qui nous aident à ouvrir les yeux. Oui, à ouvrir les yeux et à ouvrir les oreilles. Parce que Jésus disait, ils ont les yeux, ils ne voient point, ils ont les oreilles, ils n'entendent point. Quand ses disciples arrivaient à lui demander un jour, pourquoi tu les parlais en parabole, les Phéniciens ou quoi, lui posaient des questions et il répondait en parabole. Donc là, tout ce que nous parlons, c'est parabolique, mais celui qui était là tout à l'heure, lui, il n'était pas en train de faire. Dans le jeu des paraboles, il était ouvert. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, on va aller avec les messages. On a la participation du docteur Omer qui commence par vous saluer. Il dit « Je suis heureux de vous écouter. Je crois que l'on peut distinguer un esclavage physique, matériel, politique et économique pratiqué par les Occidentaux et les Arabes. Mais il existe aussi un esclavage endogène qui est mystique et spirituel. C'est le cas des religions et des sociétés secrètes comme le Kong et le Famla. » Ça, c'était une participation d'un téléspectateur. Alors, on a quelqu'un qui voudrait savoir si des personnes qui sont tuées par le Famla, est-ce qu'ils ont encore des âmes? Ben oui. Mais c'est l'âme qui ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt. Mais si on réussit à récupérer leur corps vivant, oui, comment on va pouvoir tuer leur âme? Si leur âme part, on ne rencontre plus en quoi que ce soit leur corps. D'accord. Le moment qu'on vient les récupérer, ils ne vont plus sortir de là où ils sont couchés. C'est que l'âme est partie. Mais tant que l'âme n'est pas encore partie, ils seront donc récupérables. D'accord. Voilà. Alors, on a Monsieur Sor qui voudrait savoir si l'abandon de nos cultures n'est pas à l'origine des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. D'abord, je dis oui, c'est ça qui nous fait rencontrer beaucoup de problèmes. Mais nous n'avons pas abandonné nos cultures. On nous a fait abandonner nos cultures. On nous a baptisés et on nous a dit tout
mettez ça entre les mains de Dieu. Alors, donc, dormez, laissez-nous prendre tout chez vous, parce que Dieu va vous donner ce qu'il vous faut pour aller au ciel. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. C'est écrit dans Matthieu, je ne sais pas chapitre quoi ou quoi. On lit ça, on répète, on lit ça, mais c'est lui qui lit ça. Lui, il est dans une voiture que la communauté chrétienne a payée pour lui. Et cette communauté n'a pas le droit à un vélo par personne. Bon, donc, il est dans une jolie maison, vous êtes dans le tout-du. Vous cassez les noix de palme, vous vendez au marché, vous venez lui donner de l'argent de cette vente. Et on vous demande 10% de vos salaires, ainsi de suite. Donc, quand même, disent qu'il faut donner autant qu'il faut pour pouvoir aussi avoir autant que Dieu peut bien vous donner. Et comment? Voilà, parce que eux, ils sont des chômeurs, mais ils attendent l'argent des travailleurs, sous prétexte que travailler, c'est évangéliser. D'accord. Alors, on a Elrich qui voudrait savoir quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir être à l'écoute de son cœur. Ces conditions sont assez complexes parce que moi, je ne saurais jamais donner un canevas de conditions comme pour dire qu'il n'y a pas un régime alimentaire pour le monde entier. C'est-à-dire, si quelqu'un est un prescripteur de régime et qu'il vous dit que ne mangez pas le macabo, le manioc et tout, c'est qu'il a appris sa médecine en Europe. Ou alors qu'il applique une médecine venant de l'Europe. Localement, on a toujours mangé certaines choses et on n'en est jamais mort. Alors, c'est la même chose pour aller vers Dieu. Chacun doit chercher Dieu par lui-même. Si vous voulez que vous soyez guidé et que vous avez la chance que devant vous, il y a un coach, ce coach-là doit vous écouter, rentrer en consonance avec votre Dieu qui est au niveau de votre cœur, le palper et vous donner donc une orientation, cette fois-là, comment faire vous personnellement, en fonction de ce qu'il a palpé et qu'il a ressenti, comment faire pour que vous commencez à trouver du chemin vers vous-même, c'est-à-dire comment entrer à l'intérieur de vous. Mais ça ne peut pas se dire sur un plateau de télé comme une recette ou une astuce. D'accord. Alors, on a un téléspectateur qui voudrait savoir combien de morts existe-t-il pour un seul corps? De morts? Oui. Alors, combien de fois un seul corps peut, combien de fois une âme peut réincarner? Oui. Mais un corps meurt une fois et on l'enterre. Alors, maintenant, est-ce que la matière qui est la carcasse, le corps physique, qui est enseveli, qui est enterré, cette même matière, ce même corps peut être réutilisé ailleurs? Oui, c'est possible. On parlait de sosie souvent. Ça peut être réutilisé. Mais ce n'est pas dans les mêmes conditions que l'âme. L'âme a une mission. Si une âme, dans sa mission, qu'il faille réutiliser le même corps lors de sa prochaine réincarnation, pour mieux accomplir sa mission, elle le fera. C'est là qu'un corps peut mourir plusieurs fois. Sans quoi, il est fort probable qu'un corps soit enseveli et oublié pour longtemps. D'accord. On a un téléspectateur qui voudrait savoir s'il est possible de changer son nom à 33 ans parce qu'il aurait constaté que celui qu'il porte aurait beaucoup d'impact négatif sur sa vie. On peut changer son nom à un jour de la mort, ne sachant pas qu'on va mourir demain. Aujourd'hui, on est au tribunal pour changer son nom. Et peut-être qu'en changeant son nom aujourd'hui, qu'on devrait mourir demain et qu'on ne meurt plus. Ça peut être possible. D'accord. Alors, Fabien de Fumban voudrait savoir comment reconnaître quelqu'un qui est envoûté et surtout comment éviter ce genre d'attaque. Beaucoup de gens sont envoûtés, on les reconnaît sans les reconnaître. Trop prier, c'est être envoûté. Trop croire au diplôme, c'est l'envoûtement. Trop croire à la recherche, c'est un envoûtement. C'est l'ensemble des choses qui nous envoûtent. Mais non, on voit seulement l'envoûtement dans certaines maladies. Bon, mais vous pouvez avoir une maladie de l'estomac parce que vous êtes envoûté comme grand mangeur. Et puis, parce que l'envoûtement vit en vous, que arrêter de manger
cela ne se peut pas. Et là, vous encombrez toujours votre estomac, vous encombrez toujours votre estomac. À un moment donné, il n'y a plus moyen de vous en sortir. Donc, on peut reconnaître les envoûtés quand quelqu'un vous parlait trop de l'église. C'est un envoûté. Quand quelqu'un vous parlait trop de choses, quoi, qui vous paraissent un peu invraisemblables, c'est un envoûté. Il faut qu'il soit un peu humble et qu'il vous amène par l'exemple à changer. Et non à vous évangéliser ou à trop vouloir vous transformer dans zéro, dans des choses que lui-même il ne maîtrise pas. Parce que quand vous commencez à lui poser des questions, il se fâche. D'accord. Alors, il y a le temps qui nous tient déjà à la gorge, mais je peux rassurer aux téléspectateurs que les messages que nous avons reçus, nous allons faire l'effort de vous envoyer des réponses même après l'émission ou alors dans la semaine, vous allez avoir les réponses à vos questions. Alors, professeur, un dernier mot pour conclure l'émission. Prochainement, on va parler des comptoirs occultés. Dans le cadre des sociétés secrètes, comment se sont constitués ce comptoir et comment les choses se sont passées. Parce que nous allons maintenant vers la fin de l'étude que nous faisons sur les sociétés secrètes qui ont été baptisées le Congo et le Fabla. Nous devons y aller jusqu'au bout, que les gens souffraient de nous suivre comme si c'était devenu une rhétorique, simplement parce que c'est cela qui va permettre à ce que les gens comprennent qu'acquérir la connaissance, c'est une logique qui va de A à Z, donc qui va progressivement, qui ne saute pas une lettre. Bon, donc on va y arriver, nous restons dans cette logique. Lorsque nous allons finir avec cette phase, nous allons aborder une autre phase qui va durer ou qui va faire moins long. Ça dépendra. D'accord. Donc, moi, j'étais ravie de vous connaître nombreux ce soir parce que vous ne cessez de nous envoyer des messages. Merci pour votre fidélité. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h, là c'est sûr, avec un nouveau thème, une nouvelle balade et surtout avec beaucoup de vos messages. Bonsoir à vous et très bon début, très bon début de journée parce que nous sommes déjà à 1 h du matin.